Dans toute ma carrière, j'ai vu des centaines de patients perdus dans leur propre esprit. Mais il y a des cas qui me reviennent la nuit. Des cas où la médecine a regardé exactement là où il ne fallait pas. Pendant 8 mois, tout le monde a cherché la réponse dans le cerveau de Camille. Personne n'a pensé à regarder plus bas. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir 10 mois en arrière, au mois de mars. Dans une salle de classe du 3e arrondissement de Lyon, je suis le docteur Bernard Leroux. Et voici l'histoire de Camille. En mars, Camille Arnaud n'avait aucune raison d'inquiéter qui que ce soit. 29 ans, professeur des écoles depuis 4 ans. Aucun antécédent psychiatrique. Aucune maladie chronique connue. Une vie ordinaire, construite avec soin. Ce soir-là, elle a fermé sa moleskine plus tôt que d'habitude. Elle a dit à sa colocataire qu'elle se sentait un peu bizarre. Pas malade, pas triste, bizarre. Imaginez-vous à sa place. Vous vous endormez chaque soir depuis 29 ans. Et un soir, quelque chose dans votre tête chuchote. Pas fort, pas clairement. Juste assez pour que vous vous demandiez si vous avez bien entendu. Si vous avez déjà ignoré quelque chose que votre corps essayait de vous dire, restez avec moi. Parce que ce que Camille allait vivre pendant les mois suivants, c'est l'histoire de ce qu'on perd quand personne ne pose la bonne question. En avril, les premières voix sont apparues. Pas des ordres, pas des menaces, des commentaires, une présence qui observait, qui jugeait, qui murmurait. Camille a cru d'abord à la fatigue, puis au stress, puis elle a cessé de chercher une explication. Elle a juste commencé à écouter. Et c'est là que Mathieu, son père, a remarqué quelque chose. Un père sait, pas avec des mots, pas avec un diagnostic, avec quelque chose de plus ancien, de plus précis que la médecine. Mathieu a su ce dimanche-là que quelque chose était fondamentalement différent. Il a appelé le médecin traitant le lundi matin. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que son intuition était la seule chose juste dans une histoire qui allait durer encore 8 mois. Premier diagnostic, syndrome anxio-dépressif. Anxiolytique, repos recommandé. Suivi dans 6 semaines. C'est un diagnostic raisonnable. Statistiquement plausible. Camille avait 29 ans, un travail exigeant, une vie surchargée. Le médecin n'avait aucune raison de chercher plus loin. Il n'avait pas vu les voix. Personne n'avait vu les voix. Camille ne les avait pas encore mentionnées. Imaginez regarder quelqu'un que vous aimez disparaître. Pas d'un coup, morceau par morceau. Le sourire reste, mais les yeux changent. Il y a quelqu'un derrière, mais ce n'est plus tout à fait la même personne. C'est ce que Mathieu vivait chaque week-end. Impuissant, terrifié, et de plus en plus convaincu que les anxiolytiques n'étaient pas la bonne réponse. Cette nuit-là, le SAMU a été appelé. Camille Arnaud, 29 ans, professeur des écoles, a été conduite aux urgences psychiatriques du CHU de Lyon. La machine médicale s'est mise en marche. Elle allait chercher au mauvais endroit pendant 8 mois. Il ne faut parfois qu'une nuit pour que quelqu'un cesse d'être qui il était. Et souvent, ce n'est pas la maladie qui efface. C'est le silence de ceux qui n'ont pas posé la question. Le docteur Frédéric Morel avait 10 à 8 ans de psychiatrie derrière lui. Spécialiste des psychoses dissociatives. Il avait vu des centaines de cas. Quand il a ouvert le dossier de Camille cette nuit-là, il a lu 29 ans. Hallucinations auditives depuis 4 mois. Comportement désorganisé. Rupture nette avec le fonctionnement antérieur. Sur le papier, c'était clair. C'était même presque trop clair. Le tableau clinique de Camille correspondait à une schizophrénie de début tardif. Les hallucinations auditives étaient là. La désorganisation de la pensée était là. Le retrait social était là. Même l'âge légèrement tardif pour une femme, mais dans la fourchette. Le docteur Morel n'a pas fait d'erreur de négligence. Il a fait une erreur de ressemblance. Parce qu'il existait une autre maladie, bien plus rare, qui imitait la schizophrénie avec une précision terrifiante. Un imposteur biologique. Un falsificateur moléculaire si parfait que la psychiatrie entière a mis des décennies à le découvrir. Mais en juillet, personne dans ce service ne connaissait encore le nom de cet imposteur. Ou plutôt, personne ne pensait à le chercher.
Elle savait encore qui elle était. Pas toujours, pas complètement. Mais il y avait des fenêtres des heures entières où Camille revenait, où elle demandait comment allaient ses élèves, où elle plaisantait avec les infirmières. Et puis quelque chose se refermait, et elle disparaissait à nouveau. Si vous avez connu quelqu'un comme ça, quelqu'un qui revenait par instant, comme une radio qui capte mal, vous savez exactement ce que Mathieu vivait chaque visite. Sonia Becker avait 5 ans d'expérience en psychiatrie. Elle ne savait pas encore mettre des mots sur ce qui la dérangeait. Mais quelque chose dans le schéma de Camille ne ressemblait pas aux autres psychoses qu'elle avait vues. Les bonnes infirmières ne savent pas toujours expliquer ce qu'elles voient. Elles ressentent d'abord. Et ce que ressentait Sonia, c'était que quelque chose manquait dans le puzzle. Elle a décidé d'en parler au Dr Morel le lendemain matin. Il l'a écouté poliment. Il n'a pas changé le protocole, mais il y a pensé. Et c'est là que les choses ont commencé, très lentement, à changer de direction. Dans ma carrière, j'ai appris une chose que l'on n'enseigne pas dans les facultés de médecine. Le doute est un outil, pas la faiblesse, pas l'incompétence. L'outil le plus précis que nous ayons. Le Dr Morel doutait. Pas du diagnostic, pas encore, mais il doutait de la progression. Après 2 mois de traitement antipsychotique standard, Camille aurait dû s'améliorer. Les chiffres disaient qu'elle s'améliorait. Les notes disaient qu'elle s'améliorait. Mais Sonia disait que non. Et le Dr Morel, cette nuit-là devant son écran, commençait à penser que Sonia avait peut-être raison. Ce que le Dr Morel observait, c'était ce que la psychiatrie appelle une fluctuation rapide des états cognitifs. Dans la schizophrénie classique, la désorganisation est plus stable, plus prévisible. Mais chez Camille, la lucidité et le délire s'alternaient en quelques minutes, comme une connexion qui se coupe et se rétablit, comme un circuit électrique, avec un court-circuit mobile qu'on ne sait pas localiser. Il a commandé une IRM cérébrale. Les résultats sont revenus normaux. Il a commandé un bilan sanguin élargi. Les résultats sont revenus normaux. Normaux. Tout était normal. Et Camille continuait à disparaître. Mathieu venait 3 fois par semaine. Il apportait des croissants que Camille mangeait parfois. Il lui lisait les nouvelles de l'école les enfants qui demandaient après elle. Il ne montrait pas sa peur. Mais à chaque visite, il regardait le côté droit de son ventre. Pas parce qu'il savait, parce qu'il avait remarqué quelque chose il y a des semaines, quelque chose qu'il n'avait jamais mentionné, parce que personne ne lui avait posé la question. Camille se plaignait parfois d'une douleur sourde, à droite, en bas du ventre. Elle disait que c'était les voix qui poussaient. Tout le monde avait attribué ça au délire. Si on vous dit kyste ovarienne tératome, vous pensez gynécologie. Vous pensez douleur abdominale. Peut être chirurgie. Vous ne pensez pas psychiatrie. Ce que la médecine appelle un tératome ovarien, c'est une tumeur à part. Une tumeur qui peut contenir des cellules de tous les types de tissus dents, cheveux, graisse, parfois même du tissu nerveux. Une anomalie biologique qui ressemble à une ébauche de vie mal rangée à l'intérieur du corps. Mais certains tératomes font autre chose. Ils déclenchent une réaction immunitaire catastrophique. Le système de défense du corps, en attaquant la tumeur, produit des anticorps, les anticorps anti-NMDA. Et ces anticorps ne restent pas dans l'abdomen. Ils voyagent. Ils traversent la barrière hémato-encéphalique. Et ils attaquent le cerveau. Pas les cellules. Pas les tissus. Les récepteurs, les NMDA, qui contrôlent la mémoire, la pensée, le comportement, les émotions. Un saboteur minuscule, fabriqué à l'intérieur du ventre de Camille, qui remontait silencieusement jusqu'à son cerveau et éteignait sa personnalité, récepteur par récepteur. Résultat, une psychose parfaite, un délire parfait, une schizophrénie parfaite, qui n'en était pas une. Et c'est exactement là que tout a basculé. Si ce cas vous touche, si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à une personne qu'on a étiquetée trop vite, likez cette vidéo, partagez-la. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est ce que trop de familles n'ont jamais su à temps. Le tératome ovarien de Camille mesurait 4 cm et demi. Il était là depuis probablement 1 an et demi. Silencieux, banal à l'imagerie de base, invisible
dans tous les bilans psychiatriques standards. Le bilan immunologique qui avait suivi a confirmé ce que Sonia avait pressenti et ce que le Dr Morel avait finalement cherché. Des anticorps antirécepteurs NMDA, présents en quantité massive dans le liquide céphalorachidien de Camille. Diagnostic, encéphalite auto-immune anti-NMDA, secondaire à un tératome ovarien. Une maladie décrite pour la première fois en 2007. Moins de 200 cas bien documentés dans la littérature mondiale au moment des faits. Et un tableau clinique si proche de la schizophrénie que même les meilleurs psychiatres pouvaient se tromper. Lee Doctor. Morel n'était pas un mauvais médecin. Il était un bon médecin face à une maladie qui n'existait pas encore dans les manuels quand il avait appris la psychiatrie. J'ai connu des médecins brisés par des erreurs comme celle-là. Et j'ai connu des médecins qui, au contraire, les ont transformés en obsessions positives. Le Dr Morel est devenu l'un des premiers psychiatres du CHU de Lyon à systématiquement chercher une cause organique avant de poser un diagnostic de psychose. Camille lui doit peu, être plus qu'elle ne le sait. L'ablation du tératome a duré 40 minutes. Simple, net, réussi. Les semaines qui ont suivi ont été les plus longues de la vie de Mathieu. La réponse au traitement immunosuppresseur n'est pas immédiate. Le cerveau désintoxiqué des anticorps met du temps à se retrouver. Mais un matin de décembre, 3 semaines après l'opération, Camille a demandé son chat. Camille Arnaud a repris l'enseignement au mois de septembre suivant, avec une légère fatigue chronique qui s'estompe avec le temps, et une façon différente d'écouter ses élèves. Le corps garde des secrets que même les meilleurs médecins ne pensent pas à chercher, parce qu'ils cherchent là où la douleur se montre, pas là où elle se cache. L'histoire de Camille n'est pas la seule où le corps a trahi le cerveau en venant d'un endroit inattendu. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un homme de 52 ans qui a développé une démence en 6 semaines. Ni Alzheimer, ni AVC, ni tumeur. Quelque chose de bien plus rare et de bien plus invisible. Cliquez sur la vidéo à côté pour comprendre comment. Ici, le docteur Bernard Leroux. La médecine m'a appris qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière un simple symptôme. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et prenez soin de vous.